Bonjour à tous mes petits financiers en herbe, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast La finance, est-ce que c'est compliqué? Alors, dans l'épisode du jour, nous allons nous intéresser à l'investissement direct à l'étranger. Donc, commençons. Alors, l'investissement direct à l'étranger va faire référence à un type d'investissement effectué par une entreprise ou un individu d'un pays dans une entreprise ou un projet qui sera bien évidemment situé dans un autre pays. Et l'IDE, du coup, l'investissement direct à l'étranger, implique la possession ou le contrôle d'une entreprise étrangère, généralement par l'acquisition d'actions ou de dettes, ou en établissant une nouvelle entreprise dans un pays étranger. Et cette IDE peut prendre de nombreuses formes, comme du coup l'acquisition d'une participation majoritaire dans une entreprise étrangère, la construction d'une nouvelle installation ou usine dans un pays étranger, la création d'une entreprise conjointe avec un partenaire étranger. Et du coup, l'objectif principal de l'IDE va être d'établir une présence à long terme sur un marché étranger et d'accéder à des ressources ou des marchés qui ne sont pas disponibles dans le pays d'origine. Donc cette IDE a plusieurs bénéfices, donc nous allons citer quelques-uns comme l'augmentation des opportunités d'emploi, l'accès à de nouveaux marchés, le transfert de technologies d'expertise, mais il entraîne aussi certaines préoccupations, comme par exemple la souveraineté nationale, il y a aussi la question de l'emploi local et finalement la question de l'exploitation des ressources naturelles et de la main-d'œuvre. Intéressons-nous maintenant aux motivations pour cet investissement direct à l'étranger. Donc nous avons identifié deux types de motivations. Donc nous aurons les motivations liées aux revenus et les motivations liées au coût. Donc je vais commencer par les motivations liées aux revenus. Donc nous avons identifié 5 types de motivations qui sont liées aux revenus. Donc premièrement, nous avons le fait d'attirer des nouvelles sources de demande. Donc les entreprises qui cherchent souvent à pénétrer des marchés étrangers pour attirer de nouvelles sources de demande. Donc elles sont dans cette situation lorsque la croissance est limitée dans leur pays d'origine en raison d'une concurrence intense ou d'une part de marché déjà élevée. Et du coup, ces entreprises vont chercher à aller dans des pays en développement qui, eux, offrent des opportunités attractives pour ces entreprises multinationales car ils présentent des marchés peu développés qui vont du coup offrir un potentiel de pénétration élevé. Une autre motivation serait l'entrée sur un marché rentable. Donc si les concurrents de l'industrie ont réussi à réaliser des bénéfices supérieurs sur d'autres marchés, une entreprise multinationale peut décider de vendre sur ces marchés et de proposer des prix plus attractifs. Cependant, les concurrents qui sont déjà présents sur ces marchés peuvent empêcher un nouveau concurrent de prendre des parts de marché en réduisant leur prix au moment où le nouveau concurrent va tenter de pénétrer sur le marché. Une autre motivation liée aux revenus est aussi l'exploitation d'avantages monopolistiques. Donc les entreprises peuvent devenir multinationales si elles ont des avantages monopolistiques comme la possession de ressources ou de compétences supérieures à celles de leurs concurrents. Et si une entreprise possède une technologie avancée qu'elle exploite avec succès sur les marchés locaux, elle peut donc tenter de l'exploiter à l'étranger également avec un avantage potentiel plus distinct sur les marchés moins avancés technologiquement. Une autre motivation, serait la réaction aux restrictions commerciales. Donc dans certains cas, les multinationales vont utiliser cet investissement direct à l'étranger plutôt comme un moyen défensif pour contourner des barrières douanières plutôt que comme une stratégie agressive. Une autre motivation serait enfin la diversification internationale. Donc dans ce cas-là, les économies des pays qui n'évoluent pas parfaitement en tandem, ce qui rend les flux de trésorerie nette provenant des ventes de produits entre les pays plus stables que les ventes comparables des produits dans un seul pays. Et en diversifiant les ventes et éventuellement même la production à l'échelle internationale, une entreprise pourra donc rendre ses flux de trésorerie nette moins volatiles, ce qui va ainsi réduire le risque de déficit de liquidité en bénéficiant d'un coût de capital potentiellement inférieur. Donc voilà pour ce qui est des motivations liées aux revenus. Nous allons maintenant nous intéresser au deuxième type de motivation, à savoir les motivations liées au coût. Donc nous en avons listé 5 également. Donc dans un premier temps, nous avons les économies d'échelle. Donc une entreprise qui va vendre son produit sur un marché sur un nouveau marché peut accroître ses bénéfices grâce aux économies d'échelle. Plus les entreprises utilisent des machines, plus elles sont susceptibles de bénéficier d'économies d'échelle. Et certaines multinationales basées aux États-Unis, par exemple, ont consolidé leurs usines européennes parce que la suppression des droits de douane entre les pays de l'Union européenne a permis aux entreprises de réaliser des économies d'échelle sans encourir des coûts d'exportation excessifs.
Nous avons aussi les facteurs de production étrangers. Donc le coût de la main-d'œuvre et du terrain peut varier d'un pays à l'autre, forcément. Et souvent, les multinationales vont tenter de d'implanter leur plan de production dans des lieux où la terre et la main-d'œuvre sont bon marché. Et il est donc utile pour ces multinationales d'étudier les marchés afin de déterminer si elles peuvent bénéficier ou non de coûts moins élevés en produisant sur ces marchés spécifiques. Nous avons aussi une motivation qui concerne les matières premières étrangères. Donc du coup, en raison du coût de transport, une entreprise peut essayer d'éviter d'importer des matières premières, d'autant plus qu'une entreprise peut prévoir de revendre le produit fini au consommateur de ce pays. Ainsi, la solution pour elle consiste à développer le produit dans le pays où se trouvent directement les matières premières. Comme motivation, nous avons également l'utilisation de technologies étrangères. Donc les entreprises sont de plus en plus nombreuses à créer des usines à l'étranger ou acquièrent des usines existantes à l'étranger afin d'apprendre la technologie des pays étrangers en question. Et cette technologie est ensuite utilisée pour améliorer leur propre processus de production et ainsi accroître l'efficacité de la production dans toutes les filiales du monde. Et finalement, nous avons la réaction au mouvement des taux de change. Et lorsqu'une entreprise va finalement percevoir qu'une devise étrangère est sous-évaluée, elle peut envisager cet investissement direct à l'étranger dans ce pays, car la mise de fonds initiale est donc relativement faible. Voilà pour ce qui est des motivations. Maintenant, nous allons nous intéresser à une partie un peu moins positive, à savoir les barrières. Car les investissements directs à l'étranger sont très réglementés afin de réduire les potentiels impacts négatifs qu'ils pourraient créer auprès des entreprises locales. Donc nous allons voir 6 différentes barrières à cet investissement direct à l'étranger. Donc dans un premier temps, nous avons les barrières protectrices. Donc tous les pays disposent d'une ou de plusieurs agences gouvernementales chargées de contrôler les fusions et les acquisitions. Et ces organismes peuvent empêcher une multinationale d'acquérir des entreprises dans leur pays si, par exemple, ils pensent qu'elle tentera de licencier des employés. Nous avons ensuite les obstacles liés à la paperasserie. Donc c'est un obstacle implicite et il peut réellement bloquer l'investissement direct à l'étranger dans certains pays trop bureaucratiques. Une multinationale qui cherche à obtenir un IDE est soumise à des exigences très différentes selon les pays. Et des efforts sont actuellement en train d'être réalisés par l'Europe, notamment pour uniformiser ces réglementations qui varient donc d'un pays à l'autre. Les obstacles sectoriels aussi, donc c'est les entreprises locales de certains secteurs peuvent exercer une forte influence sur le gouvernement et ils vont donc utiliser cette influence pour empêcher la concurrence des multinationales qui vont tenter de faire des investissements directs à l'étranger. Nous retrouvons aussi comme barrières les barrières environnementales. Donc, chaque pays va appliquer ses propres contraintes environnementales comme les codes de construction, l'élimination des déchets de production, le contrôle de pollution. Et ces restrictions vont donc obliger les filiales à supporter des coûts supplémentaires. Une autre barrière est aussi symbolisée par les obstacles réglementaires. Donc chaque pays applique également ses propres contraintes en matière d'impôts, de convertibilité des devises, de transfert des bénéfices ou de droits des salariés. Et encore une fois, ces réglementations obligent les multinationales à anticiper de potentiels surcoûts. Et finalement, comme dernière barrière, nous pouvons parler de l'instabilité politique. Donc les gouvernements de certains pays peuvent empêcher ou démotiver les investissements directs à l'étranger. Car un pays est en effet susceptible de connaître des changements brusques de gouvernement et de conflits politiques. Et cet environnement à risque, finalement, peut donc réduire la volonté des multinationales de peur d'être impactées par cette instabilité. Et bien voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. C'est déjà malheureusement la fin de notre épisode. Mais grâce à nous, heureusement, maintenant, vous êtes familiers avec ce que sont les investissements directs à l'étranger, les motivations, leurs bénéfices ainsi que les obstacles. Et donc j'espère vous revoir bientôt pour un nouvel épisode sur un nouveau sujet financier. C'était Baptiste, je vous embrasse fort, à la prochaine.